Omega FM, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci de rester fidèle au programme de la radio Omega. La radio où l'information en temps réel est une réalité. Ce sont les 103.9 à Ouagadougou, les 104.7 à Bobo-Dioulasso. Vous pouvez également nous suivre sur la 3x Omega BFO Info sur notre page Facebook Radio Omega officielle. Et comme je le disais, aujourd'hui, votre émission Dimanche politique se penche sur la contribution du secteur privé au développement du Burkina Faso. On le sait, c'est un secteur aussi beaucoup porteur, secteur d'ailleurs sur lequel le Burkina Faso peut compter afin d'assurer tout simplement son développement. Première question, je vais me retourner vers Lamine Yaouluré, qui est justement entrepreneur et gestionnaire aussi de projets, en tout cas de formation. Et comment est-ce que se porte le secteur privé burkinabé aujourd'hui, Lamine? Merci beaucoup de nous donner cette occasion de nous exprimer sur la structure du secteur privé au Burkina, sur la santé du secteur privé au Burkina. Disons que le secteur privé burkinabé, présentement, est très faible. Mais pour en arriver, je vais commencer par définir le privé. Le privé, en quelque sorte, résume tout ce qui est entité économique, comme une association d'entreprises ou encore des particuliers qui forment leur capital à partir de leurs fonds propres ou à travers des apports financiers. Toujours est-il que le secteur privé est un peu différent du secteur public à travers au niveau de constitution du capital. C'est 100% privé comme on l'entend. Au contraire, le public constitue tout ce qui est opération publique, tout ce que l'État engrange pour la nation en fait. Pour revenir à votre question, le secteur privé burkinabé présentement est très faible, ce qui fait que sa contribution au niveau de l'économie est faible. Ouais, quand vous dites que le secteur privé est très faible, à quoi justement vous faites allusion? Est-ce à dire tout simplement que les privés manquent de ressources ou où se trouve justement le problème? Qu'est-ce qui fait la faiblesse du secteur privé au Burkina Faso? La faiblesse du secteur privé au Burkina se remarque sur plusieurs niveaux. D'abord, même, il y a la faiblesse financière. C'est-à-dire les entreprises burkinabées ne sont pas à mesure de s'autofinancer. Les entreprises burkinabées ne sont pas assises sur des bases fortes. C'est-à-dire à comparer avec les autres entreprises sous-régionales. Et nous trouvons rapidement que c'est un secteur qui évolue un peu, qui évolue vraiment, dont le taux de croissance n'est pas assez élevé. Le taux de croissance justement du secteur privé n'est pas très... La contribution au niveau du PIB est assez faible aussi. D'accord. La contribution du secteur privé, en tout cas, on croit, Lamine Yaouluré, justement, est faible. Et Neba Nabi, en tant qu'inspecteur des impôts, en tout cas, et vice-président surtout de la commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous appréciez la contribution du secteur privé dans le développement du Burkina Faso? D'abord, merci de m'avoir invité auprès de votre radio, laquelle je loue normalement les efforts qui sont menés pour informer les auditeurs en particulier et le peuple burkinabé en général. Donc pour en revenir à votre question, il faut dire que le secteur privé burkinabé est nécessairement le poumon de l'économie burkinabé. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'État met tous les moyens, le maillage juridique pour l'accompagnement du privé. En dernière date, je peux citer par exemple la loi sur le capital des sociétés, qui est désormais de 100 000 francs. Avant, c'était de 2 millions pour créer une société à responsabilité limitée, 5 millions à 10 millions en Israël. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, vous pouvez créer une société. C'est pour dire que l'État s'engage résolument à accompagner le privé et également à assainir le milieu. Vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup de nos compatriotes évoluent de manière informelle, donc non structurée, et ceci n'est pas intéressant. C'est pour cela que tout récemment, l'État, le gouvernement a proposé que le capital des sociétés soit ramené à 100 000 francs. Aujourd'hui, au Burkina, avec 100 000 francs,
on pouvait créer une société qu'on est prévu normalement. Donc, avec 100 000 francs, on peut créer une société, mais est-ce que cela aussi ne peut pas jouer aussi sur ce qui peut être la contribution réelle, surtout au niveau des taxes, justement, et de la contribution de ces privés-là aussi au développement du pays? Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi des ressources que l'État paie? Bon, puisque en favorisant la création des sociétés, donc des entreprises, surtout en capitaux, en ramenant le capital d'une société à 100 000 francs, l'État accompagne en même temps et structure en même temps le secteur informel. Et plus une entreprise qui est sociétaire, structurée, plus l'accompagnement, plus la gestion est plus saine et n'est plus informelle. Et si la gestion n'est plus informelle, nécessairement que, effectivement, du point de vue des taxes également, c'est sûr que cette entreprise qui est constituée versera des taxes auprès de l'État. D'accord, donc voilà, donc mieux structurer le secteur privé afin tout simplement d'augmenter sa contribution pour le développement du pays. Lamine Yaouléré, on sait que vous intervenez dans différents domaines, notamment le domaine hydraulique. Est-ce que justement, quelles sont les actions que vous arrivez à poser tout simplement sur le terrain? Bon, sur le terrain, nous réalisons des forages, nous réalisons des canalisations, nous réalisons aussi des AEPS. Nous participons à l'exécution du budget de l'État pour le pays. D'accord. Maintenant, est-ce que dans ces différentes tâches, vous êtes aussi confronté à des difficultés particulières, notamment au niveau de la passation justement des différents marchés ou surtout la réalisation effective même des marchés que vous avez avec l'État? Il faut se dire que les entreprises burkinabées d'ordre général, comme je disais au début, sont faibles. Ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas accompagnés sur beaucoup de plans. Il y a d'abord le plan financier, il y a deuxièmement le plan formation, troisièmement aussi il y a les moyens à exécuter les marchés, c'est-à-dire les moyens techniques les manquent, les ressources humaines les manquent, ça fait réellement problème sur le marché burkinabé. Au niveau de passation des marchés, il faut se dire que l'État a fait des efforts pour assainir ce milieu. Bon, il y a toujours des efforts à faire, mais présentement, en tout cas, on peut se contenter de ce qui est là. Il y a quand même une amélioration sur ce point-là. Vous dites par exemple qu'il y a manque de ressources, mais la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que si on n'a pas suffisamment de ressources, par exemple, est-ce qu'on peut s'engager aussi dans le privé? Parce qu'on a l'impression, en tout cas, on pense que le privé, c'est d'abord suffisamment de ressources afin de pouvoir aussi exécuter les différents marchés. Oui, effectivement, un pays ne peut pas fonctionner sans le privé. Que ce soit avec ou sans ressources, il va falloir que le privé soit là. Donc, si le privé est faible, il s'agit à l'État. Il revient à l'État de mettre tous les moyens en œuvre pour que le privé soit fort. Quel type de moyens, par exemple? Les moyens sont multiples. Il y a les moyens, il y a les accompagnements financiers, il y a les moyens, il y a la formation du personnel. Il y a, ça doit être toute une stratégie globale qui permet. D'abord, même, il y a, au niveau universitaire, la formation n'est pas... Au niveau universitaire, je peux dire que la formation du personnel n'est pas adaptée à la réalité pratique du privé sur le terrain présentement. Nous avons du privé qui est présentement dirigé par des gens qui ont reçu une formation administrative. Or, présentement, il faut des gens qui ont la capacité de créer, la capacité d'analyse, la capacité aussi de conceptionner, Donc pour vous, tout simplement, en fait, la formation n'est pas adaptée aux besoins du marché. Aux besoins du marché, effectivement. La formation n'est pas adaptée. Ça doit être une politique depuis la base. C'est-à-dire que nous avons une économie informelle, une économie agricole. L'État doit se faire former les gens dans ce sens, en fait. L'État doit faire former les gens. On sait que c'est de plus en plus la préoccupation. Et rien qu'hier, en tout cas avant-hier, il y a une convention justement des universités du MPP, le parti au pouvoir, donc justement pour essayer d'analyser aussi comment est-ce qu'on peut adapter l'éducation au secteur privé. Et Nima Nabi, est-ce qu'en entendant déjà des actions, il n'est pas souhaitable aussi de voir au niveau du privé, est-ce que le privé aussi ne peut pas contribuer à la formation justement de ces personnes-là? Oui, cela est juste. Je pense qu'il y a des entreprises, des sociétés qui, bien sûr, envoient leur personnel en formation pour renforcer les capacités. Et ce que dit M. Yaouléré est juste. Il faut forcément que des entreprises burkinabées, que le privé burkinabé, au lieu de rester de manière stratégique, également évoluent en envoyant le personnel en formation pour ne pas être surpris par l'évolution technologique. Donc, il est évident que
la formation est un des aspects de la vie d'une entreprise. Donc la formation est un des aspects. Maintenant, c'est vrai que l'État doit s'engager, le privé aussi doit contribuer. Mais quel type justement de formation, en tout cas, demande le secteur privé en fait, dans quel domaine, quels sont les domaines qui sont porteurs aujourd'hui et quels sont les domaines dans lesquels le Burkina doit investir réellement et pour assurer ce développement? Lorsque vous regardez aujourd'hui, les entreprises burkinabèses ne peuvent pas évoluer en dehors d'un TIC aujourd'hui. Donc, une entreprise qui mène ses activités et qui ne maîtrise pas l'INTIC dans son organisation, on ne peut pas évoluer. Donc ça, c'est un aspect. Il y a également le volet technique, la gestion financière, la comptabilité, tout cela, c'est entre autres les points sur lesquels les entreprises privées burkinabèses doivent mettre l'accent. D'accord, les NTIC, et puis en tout cas surtout dans le domaine de la technologie. Je rappelle, madame, monsieur, que vous êtes bel et bien à votre émission Dimanche Politique. Dimanche Politique qui chaque dimanche revient sur les sujets qui font l'actualité, notamment, en tout cas, quelle peut être la contribution du secteur privé aujourd'hui, c'est le sujet que nous abordons, au développement du Burkina Faso. Donc, les 103.9 à Ouagadougou, les 104.7 à Bobo Dioulasso. Vous pouvez également nous suivre sur le www.omegabf.info. Et pour en parler, nous sommes avec Lamine Yaouli, qui est directeur général de COGIA International. Également avec nous sur ce plateau, Nemaï Nabi, qui est aussi, en tout cas, député à l'Assemblée nationale et expert surtout en développement local. Lamine Yaouli, vous êtes dans le privé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées et je le disais, vous êtes par exemple dans le domaine de l'hydraulique. Le problème aussi qui est soulevé des fois avec le privé, c'est l'exécution, en tout cas la non-exécution justement de certains marchés que vous offre l'État. Et qu'est-ce qui peut amener un privé à ne pas par exemple achever ou à ne pas du tout exécuter un marché de l'État? En réalité, si le privé n'arrive pas à exécuter certains marchés de l'État, le problème majeur peut se fixer au niveau de l'autofinancement. Le privé est faible. Au niveau de l'autofinancement, le privé est faible, il va falloir que les banques appuient. Celui qui détient un marché de l'État ne doit pas forcément avoir les garanties pour avoir les financements. Un marché de l'État est déjà une garantie. Une banque devant un marché de l'État doit l'accompagner sur le plan technique comme sur le plan financier. Il ne s'agit pas de donner seulement l'argent à l'entrepreneur disant d'aller exécuter le marché, mais il va falloir le suivre même dans l'exécution pour lui permettre d'exécuter le marché. Or, le problème que le privé a présentement dans l'exécution, c'est quoi? Imaginons une jeune entreprise qui vient d'avoir un marché de 100 millions. Or, il a commencé avec un capital de 5 millions. Un marché de 100 millions, il va falloir au moins 60 millions pour exécuter le marché. Étant en présence, en disposition de 5 millions, il va falloir qu'il recherche les 55 millions. Or, c'est rare qu'une jeune entreprise en banque puisse arriver à contracter un prêt de 55 millions. Il y a d'abord les garanties financières qui sont demandées. Il y a le fait qu'il n'attire pas confiance à la banque. La banque a besoin de celui qui est solvable. Or, pour être solvable, il va falloir avoir une historique au niveau du compte. L'historique on ne peut avoir l'historique après avoir fonctionné pendant un certain nombre de temps, en fait. Pour dire qu'en réalité, le problème majeur se trouve au niveau des financements. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt au niveau justement de la passation? Parce qu'on a l'impression qu'on donne peut-être de gros marchés à des gens qui n'en ont pas les moyens. Au niveau de la passation, le problème ne doit plus se poser. Parce qu'un gros marché, on ne donne pas à un entrepreneur qui vient de débuter. Parce que selon la réglementation des marchés publics, il faut chaque fois, pour avoir un gros marché, il faut se faire accompagner par un chiffre d'affaires, par une expérience professionnelle. Et tandis que l'entrepreneur a disposé de papiers qui montrent son expérience, sa capacité à exécuter le marché, je pense qu'on doit faire foi à ces documents, à moins qu'il est falsifié. À ce moment, le problème revient à l'entrepreneur. Et tandis que les documents qu'il présente sont des vrais documents, si on passe sur cette base, je pense que ce problème de gros marché pour un entrepreneur qui vient de débuter, qui n'a pas de moyens, ne doit pas être justifié à ce niveau. Donc ça dit tout simplement que les marchés qui n'ont pas été convenablement exécutés sont liés peut-être au niveau peut-être des papiers qui n'étaient pas peut-être conformes. Oui, effectivement, la responsabilité peut être partagée. Il se peut que ce soit l'entrepreneur qui
qui a mal apprécié les termes de référence du marché, la tâche qu'il attend sur l'exécution du marché là. Parce que en réalité, c'est quoi? Les entrepreneurs souvent partent prendre les marchés, recueillir les marchés là sans tenir compte réellement de la lourde tâche qui se trouve derrière. Et voilà, c'est un marché, bon, on met les prix sans maîtriser en fait les différents termes. Ouais. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte, il y a le manque aussi de formation de l'entrepreneur qui est là. Le manque de formation qui revient toujours. Un entrepreneur bien formé doit évoluer dans son milieu qui lui permet aussi de faire des affaires fructueuses. D'accord. Nima Nabi, mais qu'est-ce qui peut aussi justement poser ce problème? On a beaucoup de marchés, surtout si on prend le cas du Burkina. On a l'impression des fois que l'État investit de l'argent, mais en réalité dans le vide, parce qu'on investit en tout cas de grosses sommes pour des projets qui ne sont jamais exécutés. Oui, ce problème est une réalité. Les marchés publics au Burkina. Maintenant, par rapport à ce que M. Yaoundéré vient de dire tantôt, il faut surtout faire savoir qu'il y a d'abord des dossiers d'appel d'offres qui sont montés. Alors, et dans les dossiers d'appel d'offres qui sont en même temps de cahier de charges, il y a des critères qui sont définis à l'intérieur. Alors, si un entrepreneur vient à être attribué d'un marché à travers tous ces critères, il les respecte, à travers la validation par la commission d'attribution des marchés, de la structure donnée, et à la fin qu'il n'arrive pas à exécuter, il y a également des garde-fous qui sont posés. Malheureusement, c'est dans le suivi de ces garde-fous-là que les problèmes se posent. Voilà. C'est d'un. Et de deux aussi, il ne faut pas que nos sociétés, nos entreprises, qu'on appelle cassent les prix pour pouvoir avoir les marchés et ne pas pouvoir l'exécuter après. Mais comment est-ce que justement ils peuvent casser les prix? Bon, il y a toute une... lorsque on dit que le prix d'un bic fait 100 francs et que vous venez, vous mettez 50, vous montez, ça c'est un prix qui est cassé. Donc c'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte dans l'attribution des marchés. Mais est-ce que la commission aussi ne devrait pas tenir compte de ces facteurs? C'est pour cela que je disais tantôt, il y a les commissions d'attribution des différentes structures sont là. Il y a également la réglementation de la commande publique également là. Et bien sûr, il y a tout un ensemble de textes qui encadrent ce marché. Tout récemment, à l'Assemblée, ils ont dû constater que ça a encore fait beaucoup de bruit avec le texte qui a été adopté, moi que j'approuve parce que cela va permettre de rehausser les taux d'exécution des marchés et des crédits accordés, bien sûr, au ministère et aux certaines institutions. Alors que justement, il y a beaucoup pour ceux qui dénoncent cette nouvelle loi sur la passation des marchés, les gens pensent que ce sera plutôt une voie ouverte à la corruption, parce que voilà, en facilitant, on permet à des gens de s'enrichir de façon illicite. Oui, je pense que c'est trop facile. D'abord, la loi vient d'être votée, la mise en œuvre n'est pas encore effective, et déjà les gens ont des appréhensions, c'est trop facile. C'est judicieux que les gens attendent, ceux qui critiquent, qu'au bout d'une année, de façon un délai qui est donné, une période qui est donnée au gouvernement, si on vient faire le point par rapport à l'exécution de cette loi, on constate maintenant qu'il y a des failles, on peut critiquer, mais à peine la loi est votée, les gens posent des préoccupations. Bon, à mon sens, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat, mais est-ce qu'il était nécessaire justement de passer à cette nouvelle loi? Ouais. D'une manière générale, lorsque vous prenez le Burkina, nous sommes dans l'espace 8 mois. Et dans le cadre de l'internalisation de certains textes, le Burkina est obligé de le faire, parce que nous sommes dans une union. Voilà. Et au regard de cela, d'abord, nous allons vers le code des marchés publics au Burkina. Avant, c'est un décret qui est réglementaire des marchés publics. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'être conforme aux standards de l'UEMOA en internalisant le code des marchés publics, la commande publique au Burkina Faso. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question que vous m'avez posée. Et également rebondi par rapport au fait que vous dites qu'au début de votre introduction, vous avez dit que les gens sont impatients parce que c'est vrai, les gens sont impatients. Mais est-ce qu'on peut s'aimer aujourd'hui et puis récolter aujourd'hui même? C'est pas possible.
Mais justement, parce que quand on parle du secteur privé surtout, après, justement, les difficultés que ce secteur a connues, vous avez vu depuis 2011, ce sont des crises à répétition, il y a eu l'insurrection, le coup d'État. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, du privé qui ont perdu leurs biens. Maintenant, les gens s'attendaient au moins à ce que l'État puisse apporter une contribution pour les aider à exécuter, en tout cas, à être encore plus performants sur le marché. Mais jusqu'à présent, c'est apparemment le statu quo. Là, je pense que le gouvernement, l'État est conscient de ce problème. Ce n'est pas ignoré royalement. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et d'autre part, dire que lorsque vous regardez l'enquête qui a été menée sur la fraude au Burkina, vous constatez qu'il y a plein de privés qui ne sont pas à jour de leurs impôts. Alors, pourquoi cela? Je pense que l'enquête sur la fraude fiscale a été rendue publique. Lorsque vous parcourez le rapport de cette enquête-là, vous constatez que beaucoup de nos citoyens, ils sont des entrepreneurs, ne sont pas à jour. Mais justement, ça, c'est dû... Cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Les gens le disent tout ça tout simplement à la compromission qu'il y a entre le privé et la politique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été protégés pendant une bonne période et justement, ça leur permettait peut-être de financer des campagnes électorales, mais sans s'acquitter de leurs impôts. C'est pour cela que plus rien ne date comme avant. Il faut que tout cela s'arrête. Les compromissions. Au fur et à mesure, autant qu'il y aura des compromissions, autant le peuple va en souffrir. Et cela n'est pas indiqué. Je disais tantôt à un ami, avant de venir, il y a un écrivain grec qui dit que rien n'est sûr sur cette terre, sauf l'impôt et la mort. Si vous ne pouvez pas payer l'impôt, tout vous allez mourir. Donc, nous n'avons pas le choix. C'est pas que je dis c'est forcément ça, mais l'impôt, vous avez beau tourner à un moment donné, vous allez venir payer l'impôt. La mort aussi, quoi que vous fassiez, vous allez mourir un jour. Donc, autant s'acquitter de son impôt le plus calmement et doucement possible que d'être rétractaire. Parce que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Lamine et Yaouliré, voilà le problème des impôts, puisqu'on sait que l'État aussi fonctionne sur la base justement de ces impôts. Qu'est-ce qui fait que souvent les entrepreneurs du privé sont plutôt réticents à payer correctement leurs impôts? Les entrepreneurs burkinabés, en quelque sorte, sont réticents à payer les impôts parce que au niveau fiscal, le taux fiscal est un peu élevé. C'est vrai que le Premier ministre passe son temps à dire que le taux fiscal est bas, mais il faut reconnaître qu'en fonction de la réalité du pays, le taux d'impôt au Burkina est élevé. Pourquoi vous dites que c'est élevé? Parce que le Premier ministre fait justement la comparaison avec les pays de la sous-région. On a l'impression que quand on prend par exemple la zone et l'espace UEMOA, nous sommes quand même le pays où le taux fiscal est le plus faible. Non, mais en réalité, les entreprises burkinabées n'ont pas la même structure que les autres entreprises sous-régionales. Les entreprises burkinabées, 90% évoluent dans l'informel. Moins de 10% des entreprises burkinabées évoluent dans l'informel. Or, ce sont sur ces entreprises informelles que l'État fixe ses impôts en réalité. Imaginez un gars de l'informel qui n'est pas à mesure de se faire un chiffre d'affaires à mesure de couvrir ses charges. Et chaque fois, un agent d'impôt derrière lui. Donc, il va trouver un peu frustrant cet état de fait, en fait. Mais d'accord, mais c'est vrai que les gens disent qu'on s'acharne un peu sur les petits entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui fait surtout que les gros, peut-être quand on arrive à vous, peut-être votre niveau, où les gens, en fait, c'est vous les grands contributeurs, et il y a encore à ce niveau des gens qui sont plutôt réfractaires, qui ne payent pas les impôts. Soit ils ne payent pas du tout, ou bien quand même, ils trouvent toujours des stratégies pour ne pas payer ce qu'ils doivent à l'État. En réalité, au niveau fiscal, il faut considérer la fiscalité officielle et la fiscalité officieuse. Imaginez une grande entreprise qui existe présentement. Il faut être en mesure de gérer toutes les déclarations, les BIC, et les déclarations ne pardonnent pas une fois qu'on est en retard. Il faut en réalité prendre en compte tous ces points en réalité. Maintenant, si au niveau officiel, il faut se dire qu'une entreprise pour exister au Burkina, ce n'est pas facile. Il y a ce qui se passe en bas. C'est vrai qu'on ne doit pas se le dire, mais en réalité, en bas, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que l'entreprise burkinabé ne puisse pas être à mesure de venir, de prendre en charge toutes ces charges fiscales. Ce qui se passe en bas, c'est quoi? Ce qui se passe en bas, c'est
Ouais, je ne veux pas m'amener à... Vous ne voulez pas, mais c'est lié à quoi? Est-ce peut-être au percepteur d'impôts ou bien, en fait, où se trouve... Même sur le volet officiel. Sur le volet officiel, il y a la TVA qui est là. Le taux de TVA qui est là, 18% pour une grande entreprise qui veut fonctionner, qui veut être à jour de ses déclarations, est obligée de faire ses déclarations mensuellement. Et une fois qu'on fait la déclaration, il y a l'obligation d'aller à la caisse. Souvent, ce montant est assez élevé. Pour une entreprise comme la mienne, je sais que tout récemment, j'ai pas moins de 16 millions à verser comme déclaration mensuelle de la TVA. Or, à ce moment, moi, je fonctionne sur les marchés. Les marchés, je n'ai pas reçu les encaissements qui me permettent, les encaissements sur l'exécution de mes marchés qui vont me permettre d'aller payer à la caisse en réalité. Or, donc, à ce moment, l'État passe directement au redressement parce qu'on est arrivé en retard sur nos paiements de la TVA qu'on vient de déclarer. Je pense qu'il va falloir que l'État voie à ce niveau, essayer d'élargir les délais de paiement. Ce n'est pas intéressant qu'on vienne de déposer les déclarations et on balance systématiquement cette déclaration à l'assiette et à la poursuite. Mais est-ce qu'au-delà, par exemple, d'élargir la période de paiement, ce n'est pas plutôt demander à l'État de payer, puisque dans le privé, généralement, ce qu'on dit, c'est que l'État est un mauvais payeur? Effectivement, il y a ce volet qui est là. L'État est vraiment un mauvais payeur parce que si on tient compte de la crise de 2014, 31, 32 choses, après cette crise-là, je peux dire que les entreprises burkinabées ont passé plus de 6 mois sans recevoir des fonds. C'est une situation que tout le monde doit arriver à accepter parce que c'est une réalité. Mais au-delà de ça, même, il faut se dire que l'État ne respecte pas les délais du paiement. Dans les textes, c'est dit officiellement 1 mois, 2 mois. Or, il peut arriver 6 mois, 8 mois, souvent même plus d'une année où les paiements ne sont pas respectés. À ce moment, l'entreprise, comment va vivre l'entreprise, étant donné qu'il a des charges mensuelles, il y a des salariés à gérer, il y a l'électricité, il y a l'eau qui est là. Tout à fait. Donc, les facteurs en tout cas de production, on va revenir sur ces facteurs de production. Le Nabi, voilà que... Je voulais rebondir par rapport à ce que dit M. Yaoliré, pour dire que dans l'espace UEMOA, lorsque, comme vous le disiez tantôt, le Burkina Faso a des taux de pression fiscale le plus bas de la sous-région. C'est un fait. Donc, peut-être que les gens ont l'impression qu'on les met trop la pression. Il y a des textes qui sont là, le code des impôts est là, et pour le cas précis de la TVA, c'est des régimes. Ceux qui sont au régime normal, ceux qui sont au RSI. Et naturellement, par rapport aux textes qui sont là, lorsqu'on dit que vous devez souscrire votre déclaration d'impôt, de TVA, à une date donnée, c'est en fonction du régime dans lequel vous êtes. Et également, je vais rebondir par rapport à cette précaution pour dire à M. Yaoliré que par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'il y a quand même des cabinets, même pas quand même, il y a des cabinets, des conseils fiscaux qui existent, des cabinets comptables qui existent, et les judicieux pour en même temps assainir la gestion d'une entreprise, se confier à un cabinet fiscal, à un cabinet comptable. Et j'ajoute que par ailleurs, il y a des avantages qui sont accordés par l'État, et c'est prévu dans le code des impôts, par rapport au centre de gestion des sites, centres de gestion, des centres agréés. Lorsqu'une entreprise, par exemple, confie sa gestion à ces centres-là, il y a des réductions d'impôts, des avantages fiscaux qui sont accordés à ces entreprises-là. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'attention, qu'on ne lit pas suffisamment le code des impôts et des douanes pour voir quelles sont les facilités accordées aux entreprises. Maintenant, par rapport également à l'aspect relatif je pense au marché, on a déjà abordé c'est bon. D'accord. Maintenant, c'est que ce qu'il soulève aussi comme problème, est-ce que ce n'est pas plutôt lié au facteur de production? Parce que c'est vrai, on peut avoir l'impression que la pression fiscale est très faible, mais si on doit tenir compte aussi des coûts de production, est-ce qu'en réalité, ça ne joue pas aussi sur les entreprises? Oui, tout le monde le sait, hein, que c'est des éléments sur lesquels on ne va pas passer le temps à débattre. C'est des réalités au Burkina par rapport à ces facteurs de coûts de production-là. Je pense que c'est également à intégrer dans la vie de l'entreprise. Intégrer dans la vie de l'entreprise, tout en sachant que
le gouvernement actuel s'emploie à mettre favoriser vraiment le milieu des affaires. Et le cas de l'électricité dont il parlait tantôt, je pense que des initiatives sont prises. Et c'est plus là que je disais, vous ne pouvez pas vouloir s'aimer aujourd'hui et récolter demain, c'est pas possible. Hein. Donc il faut encore patienter. Oui, patienter, mais pas pour patienter pour la forme. Il faut être réaliste et objectif. Lorsque vous mettez un bébé au monde, il faut vouloir que du jour au lendemain, il se mette à marcher et à parler. Donc il y a un processus quand même. Il y a un processus. Vous êtes aussi expert en développement local. Lorsque vous voyez tout simplement les actions qui sont opposées, que ce soit du côté du gouvernement, du privé, même les ONG qui interviennent un peu partout, quelle appréciation justement vous en faites? Oui, je pense que avec la crise que le Burkina a connue et l'élan sociopolitique actuel qui est en cours à travers le mandat de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, on se rend compte qu'il y a beaucoup de perspectives. Le Burkina d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Nous sommes clairs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tous les acteurs ont conscience qu'il faut que le Burkina aille de l'avant. Donc, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau parlementaire, que ce soit le secteur privé, que ce soit les OSC, tout le monde a conscience aujourd'hui que le Burkina doit évoluer. Et nous allons évoluer. Et au-delà justement de cette prise de conscience, malheureusement, on constate aussi que vous êtes surtout au niveau de la commission et finances de l'Assemblée nationale, quand vous faites les inspections sur le terrain, on a l'impression plutôt que c'est la corruption peut-être qui travaille aussi à saper aussi ces différents efforts qui sont fournis. Parce que, comme on le disait tantôt, si l'État débloque des milliards, par exemple, pour qu'on puisse construire des écoles, qu'on puisse faire des forages, et qu'à un certain moment, ces marchés ne sont pas exécutés et qu'il n'y a pas de poursuite, c'est le statu quo, est-ce que ce n'est pas aussi ça aussi qui freine le développement véritable du Burkina? Oui, lorsque vous dites par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que la mission de la commission finance n'est pas de faire de l'inspection, plutôt d'une manière générale, l'action du Parlement, c'est de contrôler les activités, l'action gouvernementale. Donc, et cela peut se faire à travers soit les questions orales, débats oraux, les enquêtes parlementaires. Donc, voici entre autres. Sinon, la commission finance ne fait pas d'inspection, mais plutôt charge de contrôle de l'action gouvernementale, bien sûr à travers les textes qui régissent le règlement de l'Assemblée. En fait, c'est ça, mais en tant qu'élu local, en tant qu'expert en développement, vous partez par exemple sur le terrain, vous vous rendez compte que l'État a investi une somme colossale pour une infrastructure, en fin de compte, ce n'est pas réalisé. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on va se contenter par exemple à la question orale, ou quelles sont les initiatives maintenant de plus en plus qu'on peut développer quand même pour que tout ce que l'État investit, on puisse l'avoir de façon concrète sur le terrain? Nous avons parlé tantôt de la loi sur le marché public tout récemment, qui a été adoptée à l'Assemblée. Cette loi-là entre en droite ligne du fait qu'on doit pouvoir augmenter les taux d'exécution. Nous avons des financements qui dorment parce que les procédures ne sont pas ça. Alors, la loi qui est adoptée en juillet, lors de la session extraordinaire, entre dans cette ligne. Alors, en tant qu'expert, vous dites que c'est parce que, à un moment donné également, lorsqu'il n'y a pas un suivi du fournisseur qui a eu le marché, lorsque certains instruments, par exemple de contrôle, qui ne sont pas mis en œuvre, effectivement, ça pose problème. On a dit, par exemple, lorsque vous n'arrivez pas à exécuter un marché, une fois, deux fois, en principe, il est prévu que vous ne soyez plus attributaire d'un marché. Donc, il y a tellement de garde-fous, mais la mise en œuvre souvent pose problème. Et ça, il faut qu'on arrive à mettre en œuvre certains instruments de contrôle pour parer à tout cela. D'accord. Lamine Yaoulouri, vous êtes en tout cas dans le privé. Et
aujourd'hui, vous avez insisté sur les difficultés, en tout cas, que vous avez au niveau du privé, mais quelles sont précisément vos attentes vis-à-vis de l'État afin vraiment que vous puissiez contribuer comme il se doit, non seulement à la création d'emplois, mais surtout à la création de richesses? Nous attendons beaucoup de choses du côté de l'État. Puisque pour qu'une entreprise puisse être créée, être opérationnelle, exister pendant beaucoup de temps, il va falloir, et exister éternellement, il va falloir un appui réel. L'appui là peut venir de plusieurs niveaux. Il y a l'appui financier, il y a l'adaptation de l'impôt à la réalité même de l'entreprise burkinabé. Disons que présentement, c'est que l'impôt sur les entrepreneurs présentement n'est pas en réalité adapté à nos réalités. Donc vous trouvez que l'État perçoit trop? Non, pas que l'État perçoit trop, mais en réalité sa manière, les moyens de perception ne sont pas, en fait, ça ne crée pas l'équité. Prenons une grande entreprise qui est amenée à déclarer tout ce qu'il a vendu. Sur tout ce qu'il a vendu, il est obligé de déclarer sa TVA. Or, en même temps, les entreprises informelles qui ne sont pas enregistrées sont ses collaborateurs, souvent même ses fournisseurs, puisque c'est et qui sont souvent ces parallèles pour lui permettre d'exécuter souvent les gros marchés. Or, pour traiter avec ces entreprises, il est difficile d'avoir des papiers TVA avec eux. Or, c'est ce même TVA-là qui va permettre à la grande entreprise d'aller déduire pour diminuer sa part des choses. Donc, pour qu'en réalité ce côté-là puisse marcher, le côté fiscal ça puisse marcher, il va falloir que l'État mette tous les moyens nécessaires pour pouvoir équiper et enregistrer tous le secteur économique. Ouais. Donc, ça veut dire au-delà tout simplement de réduire le coût et pour créer une entreprise, il va falloir tout simplement qu'il y ait plutôt le suivi, parce qu'on a aussi ce problème en tout cas des gros investisseurs qui restent toujours dans le secteur, en fait, dans l'informel, tout simplement pour ne pas faire face aux impôts. Oui, des gros importateurs même. Vous dire qu'il y a plus de 80% des importateurs de ces pays. Or, les importateurs, habituellement, c'est eux qui ont les gros moyens de financement. Ils amènent le matériel sous le secteur informel. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par les moyens réglementaires pour se faire enregistrer. Et souvent même, ils ne sont pas enregistrés par les impôts. Est-ce que cela veut dire que c'est les agents fiscaux qui ne les voient pas? Ou bien n'ont pas d'équipement ou de moyens nécessaires pour aller les recenser? Je pense que tout ça, ce sont des questions que l'État doit être à mesure de résoudre pour pouvoir permettre à équilibrer ceux qui sont dans l'informel comme dans le formel, parce que ça s'accompagne. On a beau bien fixer les bases dans le formel, il va falloir que l'informel là soit enregistré pour que le niveau d'impôt là soit bien équilibré en réalité. D'accord, c'est ça justement la préoccupation fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait pour aussi permettre au privé, on a parlé de la loi par exemple sur l'approbation des marchés, mais amener les gens à exécuter, sinon à augmenter le taux justement d'exécution des différents marchés? Le taux d'exécution des différents marchés peut être augmenté par plusieurs moyens. Il y a d'abord l'engagement de l'État à respecter les avances de démarrage. Habituellement, on acquiert les contrats avec une avance prévue, mais il est difficile qu'on puisse avoir l'avance de démarrage dans les délais requis. C'est-à-dire, pour avoir l'avance de démarrage, il faut aller enregistrer le marché, il faut l'amener en banque, avoir une caution d'avance de démarrage. Pourquoi avec un marché en main, on cherche encore une caution d'avance, tandis que l'entrepreneur, pourquoi ne pas permettre à l'entrepreneur directement d'avoir les moyens pour aller exécuter avant de parler de la caution, puisque la caution c'est un crédit en quelque sorte. Tout à fait. Ouais. C'est comme si on obligeait l'entrepreneur à aller chercher un crédit avant de venir avoir un autre crédit qui est l'avance de démarrage. C'est un peu ça aussi le problème. Donc il faut faciliter rapidement le déblocage des avances de démarrage. Il va falloir que aussi l'État met les moyens pour l'analyse même des offres en réalité, parce que le problème réel même se trouve là. Quand on voit un entrepreneur qui recule sur un marché, ce qu'il ne trouve pas, ça part dedans. Sinon, à quoi sert de reculer pendant qu'on sait qu'en exécutant ce marché, on peut en faire augmenter ses chances d'avoir d'autres marchés en réalité. Mais est-ce qu'au-delà justement de ce que vous êtes en train de faire, on peut aussi s'attendre à ce que les entreprises burkinabées investissent peut-être de leurs propres, et à partir de leurs propres moyens, ou construisent par exemple, fassent des œuvres pour la nation? Est-ce qu'à un certain moment aussi, au-delà justement avec les bénéfices que vous arrivez à réaliser, par exemple qu'un jour au COGIA international construise par exemple un amphithéâtre pour l'université de Ouagadougou, est-ce que ça aussi ce n'est pas envisageable? Effectivement, c'est le souhait de tout entrepreneur arriver à un niveau où il est tellement fort pour accompagner l'État par un partenariat public-privé. Mais cela est difficile. Cela est difficile compte tenu même de la faiblesse même de nos entreprises.
dit qu'on vit dans une économie où les bases ne sont pas tellement fortes en réalité. Quand on prend l'entrepreneuriat burkinabé, il faut se dire que plus de 90% sont dans l'informel. Est-ce qu'une entreprise dans l'informel peut évoluer jusqu'à ce niveau? C'est facile, mais il faut se dire que les chances là sont très minimes. D'accord. Nabi, qu'est-ce qui peut justifier Pardon, Nabi. Pardon. Je vais répondre par rapport à sa préoccupation pour dire que d'abord, lorsqu'on prend le cas de la TVA dont il parlait tantôt, il faut dire qu'il y a manifestement des fournisseurs aussi qui sont de mauvaise foi. Lorsqu'on dit qu'il y a peut-être la pression fiscale est élevée, lorsque vous allez contrôler une entreprise, une société, et vous vous rendez compte que cette entreprise a volontairement n'a pas voulu reverser la TVA qu'il devait reverser, qu'est-ce que vous faites? Il y en a plein. Ces genres de situations, il y en a plein. Alors, or, la TVA, c'est une taxe qui est très neutre. Vous achetez avec TVA, vous facturez avec TVA, vous faites la différence et vous reversez. C'est pas une taxe qui devait griver en principe, alourdir les charges de fonctionnement. Parce que le système de fonctionnement est neutre. Mais malheureusement, certains de nos compatriotes fournisseurs, entrepreneurs, qui, de manière délibérée, ne reversent pas la TVA. Donc ça, c'est par rapport à la question que a soulevée tantôt. Et maintenant, par rapport à l'accompagnement de l'État, de privé, je disais tantôt, il y a vraiment plein de dispositifs. Peut-être il faut s'approprier. Des cas de centres agrégés. Les nouvelles créations d'entreprises, lorsqu'ils s'adressent à ces centres-là, il y a d'office une réduction des impôts. Les gens ne le savent pas. Il y a également l'accompagnement. Ensuite, même en matière d'investissement, vous prenez le code des investissements, à l'intérieur, il y a 4 régimes, avec des faveurs. Les gens créent des entreprises sans pour autant maîtriser tous ces aspects qui est prévu par les textes. Une nouvelle entreprise, le code des impôts, il y a une exonération durant une année, tout ça, il y a des taxes sur lesquelles vous ne payez pas. Il y a le code des investissements, il y a le code minier, il y a tout un ensemble de textes. Ben, c'est le bon sens, je voudrais que vous preniez le soin au moins de vous approprier ces textes-là. Si ce n'est pas fait également, vous allez tâtonner. D'accord, vous allez tâtonner. Mais on sait, dernière question, on a parlé tantôt de les dispositions qui sont prises au niveau central pour faciliter la création d'entreprises. Mais l'autre problème, est-ce qu'il y a des dispositions aussi qui sont prévues pour amener ces entreprises surtout à se conformer à la législation? Si vous avez un gros importateur qui préfère rester toujours dans l'informel, ça veut dire que le problème, ce n'est pas véritablement le problème de ressources, mais c'est une volonté tout simplement d'échapper à la fiscalité. Cela va m'étonner, à moins que ce soit vraiment de la fraude. Sinon, lorsque vous importez la marchandise, l'un des instruments de lutte contre la fraude était pendant l'exécution du numéro IFU. Le numéro IFU pour un fournisseur burkinabé aujourd'hui, c'est le même. Tous ceux qui ont des prestations avec l'État, c'est le seul numéro IFU. Donc, pour que vous importez de la marchandise, il vous faut le numéro IFU. Pour que vous soyez payé au niveau des impôts, au niveau du trésor, il faut le numéro IFU. Donc, dans ce qu'on appelle le circuit intégré de la dépense publique au niveau du Burkina, c'est ce numéro IFU-là qui est partout. Donc, à moins d'être, comme je disais, ce n'est pas de la fraude. C'est de la fraude. Plusieurs numéros, même si vous avez plusieurs numéros IFU, tôt ou tard, on va faire des recoupements, puis ça peut se sentir. Donc, qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, comme vous l'avez dit, on ne peut pas échapper à deux choses, ce sont les impôts et c'est la mort. C'est un écrivain grec qui le dit, que sur cette terre ici-bas, rien n'est sûr sauf l'impôt et la mort. Merci à vous, Nemaï Nabié. Voilà, je rectifie. Je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts, expert en développement local, ancien maire et député et MPP, premier vice-président de la commission finance. Merci à vous de vous être prêté à cet exercice, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Également était avec nous sur ce plateau Lamine Yaouliré, directeur général de COGIA International, une entreprise de commerce général et d'aménagement qui intervient dans le domaine hydraulique, de l'énergie et aussi des équipements. Merci à vous, Lamine Yaouliré, d'avoir... Entre griffes, M. Yaouliré, lorsqu'il a commencé tout petit. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas le hasard que nous sommes venus nous croiser ici. Okay. Mais il est grand aujourd'hui. Il est grand aujourd'hui, donc... Il faut persévérer aussi. Voilà, la persévérance. Donc, certainement que ça va ouvrir les portes à d'autres personnes. C'est tout pour votre émission Dimanche politique de ce jour qui était vraiment basée sur le développement et la continuité
contribution du secteur privé au développement du Burkina Faso. C'était sur la radio Omega. La rediffusion de cette émission, c'est ce soir à 21h. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Dimanche Politique. Merci à Fidel Okompaoré qui a assuré la mise en onde. Bassira Tukundu était au service web. Alpha Omar Doussa à la caméra ici Ousmane Paré à la présentation. Bonne suite de programme sur la radio Omega. Dimanche politique de Omega FM.